Enfin, c'est un peu tôt pour dire bonsoir, mais bon après-midi à tous. J'ai été chargé de présenter Patrick Boucheron, ce qui est une tâche à peu près impossible, je dirais surtout inutile. C'est comme si on me demandait de présenter Cléopâtre. J'avais juré à l'éditeur que je glisserais Cléopâtre. Elle est contente. Merci. Donc vous connaissez tous Patrick Boucheron, célèbre historien du Moyen-Âge, professeur au Collège de France. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est son goût pour les images. Il va en parler et apporter la démonstration de sa compétence dans ce domaine. Mais moi, j'ai découvert cet aspect de son œuvre dans ce livre magnifique qui s'appelait « Conjurer la peur », où il analysait les fresques de Sienne, 1338, c'est ça, hein? La fresque dite du bon gouvernement, livre d'images, où il commente, mais il ne commente pas des images, il ne le fait pas de l'extérieur comme on le fait trop souvent, c'est-à-dire comme d'une illustration, mais où l'image est le cœur même de l'histoire. Je ne vais pas insister davantage parce qu'il est trop connu pour qu'on parle de lui. Vous connaissez tous les grandes entreprises qu'il a menées depuis l'histoire du monde au XVe siècle jusqu'à la plus récente histoire mondiale de la France, dont il m'a appris tout à l'heure qu'il était traduit maintenant en chinois, en coréen. Pas plus, non, pas encore. C'est qu'il manque de presse, ça doit être ça. Mais tous ceux qui ont participé à cette entreprise s'en réjouissent évidemment. Et puis aussi ce goût qu'il a pour toutes les formes de la communication en histoire. Bien sûr des conférences comme ici, des livres bien connus de tous, mais aussi la radio, on le voit aussi à la télévision. Et c'est chaque fois, il faut bien dire pour nous tous, un enrichissement. Donc je suis sûr que vous allez passer une bonne après-midi, un bon milieu d'après-midi grâce à lui. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'être là. Merci cher Maurice, mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas, mais en tout cas je suis très heureux d'être parmi vous. Est-ce que vous allez passer un bon moment? J'en suis pas persuadé, parce qu'au fond ce que j'ai à faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est finalement un exercice d'admiration, parler de quelqu'un d'autre et en parler d'une telle manière, non pas pour en faire la biographie, je serais bien incapable de parler en spécialiste de Louis Marin, je ne l'ai pas connu, je n'en suis pas d'une certaine manière de spécialiste, mais essayer de faire comprendre comment on travaille, nous les historiennes et les historiens, avec quelqu'un qu'on n'a pas connu, mais qu'on a lu, qui a travaillé sur des choses qui sont éloignées. Je vais le présenter. Louis Marin, c'est, disons, un historien et sémiologue des images, c'est vrai, mais plutôt des images de l'ordre classique. Il a travaillé sur des textes qui étaient plutôt des textes du XVIIe siècle. Moi, je suis médiéviste et c'est de cet écart, c'est de cette distance dont je voudrais parler et en parler de manière assez familière pour essayer de montrer comment cette œuvre, qui sans doute est une œuvre intimidante, il me semble que lorsqu'on dit Louis Marin aujourd'hui, c'est avec autant d'admiration que d'effroi, c'est-à-dire, voilà, un grand personnage qui incarnerait les solennités un peu roides des années 70, de ce moment structural de la pensée française qui, d'une certaine manière, aurait peut-être péché par esprit de système. Or, moi, ce que j'ai envie de vous dire très simplement, et j'espère que vous voudrez bien pardonner l'aspect direct de l'adresse, c'est combien un auteur peut être plus intéressant dans ce qu'il n'a pas vu, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il n'a pas compris jusqu'au bout. Comment, d'une certaine manière, c'est moins le système d'ensemble qui, je le répète, peut être imposant, intimidant, que ces failles, que ces ratés, que ces lacunes qui doivent nous occuper, qui doivent nous intéresser à travailler avec Louis Marin. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce titre « Images
en puissance avec Louis Marin. Bien sûr que j'ai envie de vous expliquer ce que c'est que, disons, la théorie de la représentation pour Louis Marin. Évidemment que j'ai envie aussi de vous faire comprendre quels sont les rapports entre la visibilité et la visibilité des images, parce que nous sommes depuis quelques jours ensemble à Blois, et vous avez vu comme il est facile spontanément de dire nous allons lire des images, nous allons apprendre à lire les images, mais les images ne se lisent pas, elles se regardent, et qu'est-ce qu'il y a dans le fait de les voir qui est distinct, séparé de la lecture, de l'herméneutique de la lecture, et c'est un historien du texte, comme Louis Marin, qui nous permet de bien le comprendre. Voilà pourquoi, effectivement, dans mon titre « Images en puissance », je vais essayer de dire quelque chose sur la puissance des images, mais la suite du titre est peut-être ce qui m'importe le plus. Avec Louis Marin, tout portera sur le « avec ». Qu'est-ce que c'est de travailler, de penser, de réfléchir, de rêver avec quelqu'un qui n'est plus là, que je n'ai jamais connu, mais dont on m'a parlé. Ben tiens, je pense utile, je pense nécessaire, et pas forcément par narcissisme, mais simplement pour me présenter, je pense utile et nécessaire de dire, oui, comment je l'ai rencontré, qui me l'a fait lire, parce que, au fond, un auteur de la bibliothèque, je dirais, il y a bien quelqu'un qui vous en a parlé la première fois. Moi, c'est quelqu'un que Maurice Sartre connaît très bien, parce qu'on se côtoie, j'ai peur de ne pas être visible de partout, on se côtoie à la rédaction de l'Histoire depuis bien longtemps. C'est Joël Cornette, vous connaissez Joël Cornette, qui est historien lui aussi de l'ordre classique, et qui avait été mon professeur à la Sorbonne. Et lui, il ne m'a pas parlé directement de Louis Marin, mais il m'a parlé d'un historien de l'art dont j'ai envie de dire le nom et d'évoquer la mémoire. Il s'appelait Gérard Labro. Et Gérard Labro est un historien de formation qui a fait un grand livre, pour moi un très grand livre, qui a été d'une certaine manière peut-être le plus influent, en fait, des livres que j'ai pu lire au moment où j'embrassais cette carrière, qui s'appelait L'image de Rome, une arme pour la contre-réforme. Il avait montré comment, d'une certaine manière, l'image de Rome, telle qu'on est vraiment au cœur de notre sujet. L'image, c'est-à-dire pas simplement les représentations, mais les descriptions, tout ce qui fait qu'au fond, lorsque vous venez à Rome pour la première fois, même si vous n'avez jamais été à Rome, ce n'est pas une première fois. Il n'y a jamais de premier rendez-vous avec Rome, parce que vous en avez tellement déjà entendu parler. Et la puissance de l'image, c'est la capacité, au fond, d'une réputation à faire parler d'elle à distance. Et il avait décrit comment, au fond, tout ça avait été organisé comme une machine consciente, comme une stratégie dans un contexte politique qui était celui de la contre-réforme. Et ce livre m'avait beaucoup marqué. Depuis, j'ai connu Gérard Labro, celui qui m'a appris aussi à voir les œuvres. J'en parle avec émotion, il est mort il y a quelques mois. Avec lui, j'ai appris par exemple quelque chose tout simple, vous voyez, mais qui a à voir aussi avec la puissance des images. La première fois que j'étais avec Gérard Labro dans un musée italien, c'était à Prato, je l'ai vu cavaler d'une salle à l'autre comme un touriste japonais, et je me disais, mais enfin, t'es historien de l'art. Moi, je croyais qu'un historien de l'art, ça s'arrêtait devant les images, comme ça, et ça s'abîmait dans la contemplation. Il dit, mais c'est tout le contraire. En réalité, il faut les feinter, les images. Il faut apprendre effectivement à ruser avec elles, et dans un lieu, les archéologues le savent très bien, il ne s'agit pas d'y rester longtemps, il faut y aller souvent. Souvent, rapidement. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on s'exerce le regard. Et ça m'avait beaucoup frappé. Et je reviens à Gérard Labro et je reviens à Joël Cornette. Vous voyez la chaîne, c'est comme ça aussi qu'on travaille. C'est quelqu'un qui nous parle d'un livre, qui en parle d'un autre, et c'est comme ça, effectivement, qu'on se fait une culture, et c'est un peu hasardeux. Et donc, Joël Cornette avait dit, lisez ça, c'est un grand livre. Voilà, comment une image arrive à agir sur le monde, comme une machine consciente,
Ça s'appelle l'image de Rome. Et à ce moment-là, Joël Cornette venait de créer la collection Époque de Champvallon, qui fait tant pour mettre à disposition, en partage, des savoirs historiens, en particulier sur l'histoire moderne. Et j'avais lu ça, et ça m'avait emballé, et j'avais vu qu'il y avait une préface de Louis Marin qui rappelait que cette thèse avait été refusée comme thèse d'histoire. Il était même, Gérard Labro, membre de l'école française de Rome, qui avait refusé de publier sa thèse. Acte violent, quand même. Donc là, on parle des années 70. Et vous êtes tiens, c'est étrange. L'histoire n'est peut-être pas aussi accueillante que ce que je veux bien croire, et le nom de celui qui accueillerait une histoire refusée par d'autres, c'est Louis Marin, qui finalement a accueilli la thèse, et qui est une thèse parce qu'elle n'était pas considérée comme de l'histoire. Alors aujourd'hui, on plein dans la définition de ce que nous appelons l'histoire, est aujourd'hui, ils ont été à l'époque placés dans la sémiologie. Voilà. Et donc je me suis dit, Louis Marin, c'est peut-être l'homme qu'il faut lire pour comprendre d'une certaine manière qu'est-ce que c'est que accueillir d'autres formes d'histoire. À ce moment-là, il était mort. Louis Marin est né en 1931, il est mort jeune, à 61 ans, en 1992, à l'issue d'une belle carrière, qui fut une carrière internationale. Il a été diplomate, ou en tout cas attaché culturel à Londres, à Istanbul aussi. Il a enseigné en Californie, également à Johns Hopkins, à Baltimore, où est encore aujourd'hui le centre d'études de Louis Marin. Et qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait d'abord la littérature française, et c'était un spécialiste, vous voyez que je vous parle de choses bien arides, de la grammaire de Port-Royal. La grammaire de Port-Royal, c'est effectivement au XVIIe siècle le cœur de la logique à partir de laquelle il va construire sa théorie de la représentation. Mais ce qui était le plus intéressant, me semble-t-il, chez Louis Marin, qui ensuite a eu une chaire à l'École des hautes études en sciences sociales, qui s'appelait Histoire des systèmes sémiologiques, et donc qui prenait en écharpe à la fois les textes et les images, c'est que d'abord ça a été un formidable lecteur. Si j'avais à vous conseiller un livre de Louis Marin pour commencer, ça pourrait être justement plus que ces livres un peu solennels comme Utopique, qui est un livre sur les utopies, mais qui est très 70s au fond dans sa volonté structurale de tout prendre. Non, ça serait au contraire d'aller le suivre dans ce qu'il appelait ses lectures traversières. C'est le titre d'un de ses recueils, Lectures traversières, où avec Rousseau, avec Montaigne, avec Stendhal, d'une certaine manière, il essayait de montrer comment justement on pouvait s'évader avec la lecture, et il proposait des petites aventures de lecture qui étaient en fait des accros dans la lecture. C'est-à-dire le fait que justement on lisait un texte et puis on se laissait surprendre, divertir, désaxer. Et au fond, on arrivait à se défaire d'un piège. Car, et c'est peut-être, à mon avis, un des textes les plus marquants, je ne suis pas encore dans les images, je suis dans le texte, et c'est justement pour séparer les textes de l'image. Un des livres les plus marquants de Louis Marin s'appelle « Le récit est un piège ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a des pièges du discours, que la manière qu'on aurait d'en user pour faire croire ou pour faire obéir ou pour faire taire serait à étudier. Non, il ne s'agit pas simplement de rhétorique, il s'agit de narration. Il s'agit du fait que, c'est ce qu'on appelle le storytelling, on se fait gouverner par un certain art de raconter. Et que ce qui nous piège dans le récit, c'est que celui qui le conduit fait comme s'il n'était pas là.
C'est-à-dire que le narrateur ne se montre pas. Et c'est pourquoi, au fond, c'est si important en histoire de faire lever, d'expliciter les points de vue. C'est ce qu'on apprend aux enfants, et c'est ce qu'on continue à apprendre aux étudiants. Un texte a un narrateur. Pour sortir du piège de son récit, il faut savoir quel est son point de vue, d'où ça provient, qu'est-ce qui, effectivement, est à l'œuvre. Et justement, au fond, il montrait dans ce texte, je le cite pour que vous puissiez entendre un peu de la langue de Louis Marin, ce qui s'opère dans le texte. Là, il parlait des grands textes d'acclamation de la royauté française au XVIIe siècle. C'est une double fiction, un double simulacre en reflet qui est le pouvoir même, le pouvoir effectivement de se cacher dans les récits qu'on fait de soi-même. Et pour déjouer le piège du récit, il ne faut pas se contenter de démasquer celui qui le mène, il faut tenter de ruser avec. Cette histoire royale, qui est celle de la représentation, qu'il voit se mettre en œuvre dans les années 1630, est-elle imparable? Non, parce que voici venir celui qui va la déjouer. Et celui qui va la déjouer, c'est le faible. C'est la puissance du faible. Lui, il est assujetti au pouvoir, il est malin, il est rusé, mais il trouve le moyen, justement, de retourner la force du pouvoir contre le pouvoir elle-même par les brèves machinations. Concrètement, c'est les fables de La Fontaine. C'est-à-dire que Louis Marin aura été, d'une certaine manière, l'historien qui nous explique que pour comprendre le système de Louis XIV, il faut lire Racine, il faut lire les artisans de la gloire, mais il faut aussi lire La Fontaine. Il faut aussi prendre le parti du conteur, de celui qui effectivement va ruser avec le pouvoir par cette manière d'être, je le cite, ce narrateur léger et habile qui racontera des histoires et non plus l'histoire. Il ne tiendra pas de discours critique sur le récit, mais il dira des récits dont toute l'efficace tiendra à ce que, pour un moment, il compte au pouvoir la façon dont le pouvoir se raconte. Et du même coup, le piégera à son propre piège par le plaisir que le pouvoir y prend. Ainsi, La Fontaine, Retz ou Perrault. Et le plus délicieux chez Louis Marin, c'est de voir comment il va décrypter, désosser la force du faible chez ce narrateur agile et rusé qu'est justement le conteur chez Perrault dans, par exemple, son éblouissante, je n'ai pas le temps de la reprendre, et puis ça nous éloigne des images, son éblouissante analyse du Chaboté. Parce que qu'est-ce que c'est que le Chaboté, sinon effectivement la démonstration de quelqu'un qui ruse avec le pouvoir et qui le fait tomber dans son propre piège. Un conteur qui racontera l'histoire de la conquête absolue d'un pouvoir par un fils de meunier et qui finira d'une certaine manière par faire croire vrai ce qu'il vient d'inventer et de retourner au fond le miroir du pouvoir. Ainsi, le chat devient grand seigneur, il mange le mangeur, il devient le roi de ses divertissements et l'animal intrépide réorganise les signes pour piéger le piège du pouvoir. Voilà qui était Louis Marin. Pas simplement celui qui construisait des grandes machines de récit, mais des petites machinations du conte qui permettaient justement de déjouer les pièges du récit. Alors, les images. Justement, ce n'est pas de texte dont je veux parler, c'est évidemment des images. Louis Marin, on a vu beaucoup.
Il a écrit sur Philippe de Champagne, il a écrit sur Poussin, il a écrit sur Caravage, il a aussi écrit sur la peinture italienne, à laquelle il a consacré un très beau livre qui s'appelle Opacité de la peinture, et c'est sur la représentation du Quattrocento, où il a des pages magnifiques et dans lesquelles voilà, il dialogue avec Daniel Arras sur l'énonciation et l'annonciation, sur la manière dont justement les mots sont inscrits dans la peinture, sur la façon dont les peintres de la Renaissance jouent de manière subtile pour déjouer les pièges du récit, mettent des mots dans la peinture pour dire que finalement la peinture ne se lit pas comme un texte, mais qu'elle doit s'entendre d'une autre manière. Et que, au fond, la peinture est comme un texte, elle ressemble à un texte, elle peut le représenter, mais d'une certaine manière, elle nous frappe, mot marinien par excellence, la frappe. Il est l'historien du pouvoir qui frappe les esprits, qui frappe les monnaies, qui frappe les consciences, qui éblouit et qui gouverne par son éclat et son éblouissement. Donc on est dans le grand système Louis XIVien. Et donc c'est cette question au fond de la ressemblance, de la représentation entre le texte et les images. Bon, ça va pas. Je suis trop abstrait, trop théorique. Alors reprenons. On va raconter à nouveau une histoire, comme Louis Marin le fait, comme justement il nous apprend à l'entendre chez les conteurs. L'histoire qu'on pourrait raconter pour justement donner à voir et à comprendre ce qu'est une représentation. Cette histoire est racontée par Pascal, et cette histoire commence par un naufrage. Un homme, je cite Pascal, est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Comment ça qu'il s'était perdu? Est-ce qu'il a perdu son chemin? Est-ce qu'il a perdu la raison? Est-ce qu'il a perdu le nom de roi? Est-ce qu'il a perdu l'envie de l'être? Est-ce qu'il s'est défait de ses habits royaux pour devenir un homme ordinaire? Enfin, des hommes étaient sur une île, ils étaient en peine de roi, en peine. Ça veut dire qu'il leur manque, et ils voient arriver quelqu'un. Cet homme s'échoue, mais on croit qu'il revient. Et c'est comme revenant qu'il va triompher. Parce qu'il y a en effet, entre celui qui vient, qui s'échoue, et celui qu'on a perdu, je cite Pascal, beaucoup de ressemblances de corps et de visage. Les habitants veulent éperdument un roi, ils reconnaissent donc le naufragé, ils disent « c'est bien lui », ils le prennent pour un roi, ils le prennent pour leur roi. L'homme, d'abord, ne veut pas se laisser prendre, puis il cède, je cite Pascal, il reçut tous les respects qu'on lui voulut rendre, et il se laissa traiter de roi. Le pouvoir est objet d'acclamation. Il y a un moment où celui qui l'exerce est celui que l'on traite comme tel. Et entendez toutes les connotations que le verbe traiter prend avec lui. Oui, c'est Pascal qui raconte cette histoire en 1670 dans le premier de ses 3 discours sur la condition des grands, où le philosophe décrit la double pensée de celui qu'on avait reconnu comme roi. Pourquoi a-t-il une double pensée? Par la première, il recevra ses respects, donc il accepte d'être pris comme roi. Par la seconde, il savait que ce royaume ne lui appartenait pas.
Est-ce le théâtre du pouvoir? En tout cas, voilà un homme qui, au fond, va se composer un rôle. Il dit, oh, tiens, il me prend pour un roi, ben, je vais jouer au roi. Et il va finir par le devenir, puisque tout le monde croit qu'il l'est, et que lui-même ne se prend pas tout à fait pour un roi, mais va décider effectivement qu'il a deux rôles, puisqu'après tout, comme vous le savez, un roi a deux corps. Ainsi, poursuit Pascal, il avait une double pensée, l'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable et que ce n'était que le hasard qui l'avait mis en la place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l'autre. C'était par la première qu'il traitait avec le peuple et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez gouverner, acceptez qu'on vous prenne pour roi, mais qu'il y ait quand même quelqu'un, quelque part en vous, qui vous rappelle constamment que vous ne l'êtes pas. Si vous vous confondez si vous confondez vos deux corps, si vous dites l'État c'est moi, si vous finissez par croire en cette fiction du pouvoir, alors effectivement tout ira mal pour vous, pour nous. De cette fable, évidemment, Pascal tire une morale. La vanité des grands vient de ce qu'ils ne se connaissent point, qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, se confondant avec l'admiration qu'ils suscitent, ignorant ou feignant d'ignorer que leur grandeur n'est pas un titre de nature, mais un établissement humain. Je cite. N'est-ce pas précisément cela, le pouvoir? Et le pouvoir de celui qui ne sait pas se défaire de sa propre image. Donc, le pouvoir de l'image, la puissance de l'image du pouvoir. N'est-ce pas précisément cela? Consentir à n'être rien d'autre qu'un objet digne d'acclamation, n'existant que par le regard qu'on porte sur lui, dès lors qu'on se laisse traiter de roi. Et alors, on comprend ce que les anciens, je tourne vers Maurice Sartre quand je parle des anciens, du fait de son objet d'étude, évidemment, les anciens, les antiques, savaient. C'est que le dictateur est celui qui se laisse dicter sa conduite par ceux qui l'admirent et qui se laisse piéger par la peur qu'il suscite et qui ne comprend pas qu'il y a double pensée parce qu'il y a deux corps du roi, parce qu'il y a entre ces deux rôles un rapport de ressemblance, mais qui n'est pas un rapport d'adhérence. Donc avec l'histoire de cet usurpateur légitime, le naufragé que l'on reconnaît comme un roi, nous sommes au cœur du mystère de l'État. Ce que les liturgistes appellent le mysterium ministerium, le mystère du ministère. Le fait que, au fond, la représentation, c'est ça le ministère, donne en présence l'absence. Que quelqu'un n'est pas là, mais que s'il est représenté, il sera là quand même. Et donc la représentation s'entend de deux manières. Elle s'entend de manière figurative. Nous pouvons voir les portraits du Fayoum. Ces femmes, ces hommes sont morts. Ils sont pourtant là, par leur image, devant nous, car ils sont représentés. C'est la représentation figurative. Nous pouvons l'entendre effectivement du point de vue politique. Le roi n'est pas là, mais il se fait représenter. Il a un représentant, un lieu-tenant, c'est-à-dire celui qui tient lieu de sa présence, qui est au lieu de lui. C'est-à-dire là où il est, mais n'étant pas lui, le représentant. C'est tout bête, hein. Nos enfants savent bien ce que c'est qu'un représentant de parent d'élève. Voilà, c'est celui qui sera là, tout le monde n'y sera pas, et on sait bien que
une image, est une représentation de réel. Mais les deux sont liés. Et les deux sont liés évidemment dans une théorie de la représentation dont la fable du naufrage du roi qui ressemble à lui-même et qui finit par être pris comme un roi, dit évidemment quelque chose. Quelque chose que Louis Marin, parce que c'est Louis Marin dont je parle avec lui, vous avez compris, va gloser sans cesse. Et d'abord dans le livre qui est le plus célèbre de ces livres, que tout le monde... ça fait partie de ces livres qui, au fond, peu importe qu'on les ait lus ou qu'on les ait pas lus, parce que même quand on ne les a pas lus, ils ont tellement infusé qu'au fond, ils ne nous apprennent rien. C'est Le Portrait du Roi. Le Portrait du Roi qui paraît en 1981 aux éditions de Minuit et qui s'interroge, qu'est-ce donc qu'un roi? C'est un portrait de roi, et cela seul le fait roi, et par ailleurs, c'est aussi un homme. Qu'est-ce que le roi? C'est le roi, et par ailleurs, c'est aussi un homme, et c'est pour cela qu'il est tout entier dans ce mystère. Et pour en sonder l'épaisseur de ce mystère, on peut effectivement revenir, pour terminer, à, je dirais, la situation singulière de cette île, où des hommes sont en attente de leur roi, souffrent de n'y être pas gouvernés, sont prêts à reconnaître comme souverain, on va dire, le premier venu, et Pascal dit de leur monarque légitime qu'il s'était perdu. Alors j'ai pris différentes hypothèses. Il a perdu la raison, il a perdu son chemin, mais peut-être que c'est lui quand même. Peut-être qu'il revient. Peut-être qu'il a volontairement déserté son métier de roi, qu'il a renoncé au pouvoir de paraître, et que, au fond, cette ressemblance vague que ces sujets lui trouvent vient simplement du fait qu'il a dit. Et à la fin de sa vie, de manière, à mon avis, très belle, c'est une hypothèse dans un dernier livre qui s'appelle Glose sur les pouvoirs de l'image, que Louis Marin donc avance. Et si après tout c'était lui? Et si c'était lui qui s'était défait de ces ornements, qui avait au fond abandonné son métier de roi et qui revenait à la toute fin, et s'il était au fond ce roi qui a laissé les habitants de l'île seuls, est-ce que d'une certaine manière il ne serait pas, je dirais, à la manière du roi chez Shakespeare, c'est-à-dire celui qui se défait de ses vains ornements, de celui qui, effectivement, comme dans les deux corps du roi de Kantorowicz, qui décrit la lente déconstruction médiévale de la fiction théologico-politique à partir de, justement, du Richard II de Shakespeare, comment, au fond, cette tragédie des deux corps du roi, où vous savez que, d'une certaine manière, la tragédie commence par cette scène affolante où Richard II se défait de son corps et renonce à son pouvoir, scène affolante, proprement affolante, où d'une certaine manière la gémelléité du pouvoir, ce double sens dont parlait Pascal, ne se rend vraiment compréhensible qu'au moment où quelqu'un y renonce. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, que, évidemment, on doit toujours avoir en tête. Je disais que c'était à la fois fascinant et inquiétant la façon dont Louis Marin s'était placé au cœur de la robustesse d'un système de représentation classique. Et au fond, pour le comprendre, il faut voir quand ça rate, quand ça défaille, quand ça déraille. Et c'est là où un système symbolique dont Louis Marin voulait faire l'histoire, trouve, je dirais, à se trahir dans le double sens de lui être infidèle et de le révéler à lui-même.
D'une certaine manière, ça Claude Lévi-Strauss le disait, une société ne dit rien d'elle-même tant qu'elle n'est pas déglinguée. C'est quand un système se défait qu'on comprend comment il fonctionne. Lorsqu'il fonctionne à plein, au fond, il est opaque à lui-même. Alors cette histoire de double corps du roi, ou de portrait du roi, ou cette idée de la représentation qui serait, au fond, prise dans le piège du pouvoir depuis l'ordre classique. Comment la comprendre? Comment la décrypter? Comment la déchiffrer? Comment la déjouer? Dans le dans le numéro de magazine L'Histoire consacré à la puissance des images, et qui est consacré effectivement à l'occasion de Blois à cette question, on m'a demandé d'écrire sur le portrait du roi. Et cette question du portrait du roi à l'époque médiévale, j'étais évidemment embarrassé par la figure de Louis Marin. Comme je veux écrire avec lui, il fallait bien que je montre qu'au fond, à l'époque médiévale, justement, on n'est pas encore dans cette théorie de la représentation qui va s'ossifier et se solidifier au XVIIe siècle. Et pour le comprendre, peut-être qu'il faut partir à rebours, c'est-à-dire du moment où justement cette adhérence se défait, exactement comme Kantorowicz, pour expliquer les deux corps du roi, part de la scène shakespearienne où ça se défait. Parce que nous les Français, on a connu ça, ça a eu lieu. Cette défaite du corps royal, elle fut un jour effective. Dans l'histoire de la monarchie française, cette scène a bien eu lieu, et c'est pour ça que dans l'article je commençais par là, j'y reviens brièvement. C'est, puis après tout, le film de Pierre Scholler nous y fait repenser, c'est la fuite à Varennes, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, et surtout le retour piteux du roi, qui est une épreuve politique de subversion cérémonielle. Après tout, Louis XVI fut le premier régicide, symboliquement, en se déguisant en laquais pour fuir. C'est lui qui s'est abandonné. C'est lui qui a renoncé au pouvoir. C'est lui qui a détruit le portrait du roi. Or, si le portrait du roi, c'est le roi, si le roi ne ressemble plus au roi, c'est plus le roi. Et il n'y a plus qu'à constater qu'il n'y ait plus. Pitoyable métamorphose, écrit Michelet dans son histoire de la Révolution française, se demandant ce qui se serait passé ce jour-là s'il n'avait pas caché ses régalias, ses insignes de puissance, ses habits de sacre dans la malle de sa berline. Qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eût montré cet habit? Au lieu de cela, Louis XVI est parti, s'est dépouillé de sa majesté, exactement comme le Richard II de Shakespeare qui s'exclamait « Je retire ce lourd diadème de ma tête, ce sceptre incommode de la main et de mon cœur, l'orgueil du pouvoir royal ». Cette défaite du corps royal produit une désacralisation fatale. Or, comment prend fin cette aventure? Eh bien, vous le savez bien, c'est le maître de poste de Sainte-Ménéhould qui n'est pas certain de l'identité de celui qui se tasse au fond de la berline. Après tout, il n'a vu le roi qu'une fois. C'était il y a moins d'un an,
lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Mais lorsqu'un messager de la garde nationale vient l'avertir que Louis XVI avait quitté Paris, Jean-Baptiste Drouet, puisque c'est lui dont il s'agit, comprend aussitôt, il saute sur son cheval, il se lance à la poursuite du fugitif qui est arrêté à Varennes 3 heures plus tard, en cette nuit du 21 au 22 juin 1791. On racontera longtemps dans les écoles républicaines que le roi, traître à sa patrie, avait été reconnu par l'un de ses sujets qui avait en poche une pièce frappée à son effigie. Ce qui n'est probablement pas vrai parce que la plupart des pièces qui circulaient à ce moment-là étaient à l'effigie d'un Louis XVI très jeune qui à ce moment-là s'était un petit peu empâté, il était peut-être devenu, disons, peu ressemblant exactement comme le roi naufragé qui avait vieilli. C'est plus probablement sur le support d'un assignat que Louis devient reconnaissable, mais on est bien justement sur cette idée de la ressemblance qui est tout à fait passionnante ici, et ce qui est, à mon avis, sidérant, c'est que c'est tout le système de Louis Marin qu'il décrit dans le portrait du roi, qui montre comment, effectivement, au fond, la frappe monétaire est la plus puissante des images du roi, et que, au fond, en faisant du portrait du roi ce qu'il appelle une hostie royale. Et pourquoi une hostie royale? C'est parce que, évidemment, tout ce système-là est entièrement construit sur le principe de l'incarnation. Parce qu'il faut quand même être sérieux. La théologie politique, c'est ça. La théologie politique, c'est la croyance en ceci, qu'un corps mortel, faillible, vient se loger dans l'immensité incommensurable d'une royauté éternelle. Et donc, cette manière qu'a un infini de se loger dans un corps fini, c'est très exactement ce que peignaient les peintres de la Renaissance que regardait Louis Marin dans l'opacité de la peinture lorsqu'il parlait des annonciations comme des énonciations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque, effectivement, l'Esprit Saint trouve une voie, se fraye un passage vers le corps de Marie, sinon, effectivement, cette incarnation de l'incommensurable et de l'éternel dans le corps mortel. Et l'ensemble de la théologie politique se construit là-dessus. Et l'ensemble, au fond, de la théorie de la représentation a une matrice eucharistique. Lorsque Louis Marin dit la pièce est une hostie royale, on dit bon, il exagère. Non, il n'exagère pas. Il n'exagère pas. Parce que la théorie de la représentation est liée effectivement à celle de l'Eucharistie, c'est-à-dire de la présence réelle. Et c'est d'ailleurs ce qui permet, mystère du ministère, au faux monnayeur d'être condamné comme s'il avait, et c'est comme s'il avait commis un crime de lèse-majesté. Quelle est la majesté qui est lésée dans le fait de frapper de la fausse monnaie? C'est précisément qu'on attente au portrait du roi. Or, si le portrait du roi, c'est le roi, s'il est tout entier dans cet objet-là, alors effectivement, rogner une monnaie, c'est faire un crime, c'est se livrer à un crime de lèse-majesté. Et ne vous croyez pas indemne des empreintes ultimes, des empreintes au sens monétaire de la théologie politique. Nous sommes d'une certaine manière toujours sous l'emprise ou l'empire
théologico-politique, lorsque, évidemment, il ne s'agit plus du roi, il s'agit de la puissance publique, mais dans notre droit encore, c'est une circonstance aggravante que d'attenter à la vie d'un représentant de l'État. C'est complètement attentatoire à l'universalité des droits et à l'égalité des conditions. C'est donc que quelque chose de l'État demeure représenté dans en l'occurrence, voilà, les forces de l'ordre, et donc qui fait que c'est plus sévèrement puni de s'y attaquer parce qu'en eux gît quelque chose de plus grand qu'eux. Donc vous voyez la force de cette scène, la fuite à Varennes. Le type, Louis XVI, non seulement il s'est effectivement défait, il a été régicide de lui-même. Il a eu cette folie de se défaire de ce qui pouvait encore le protéger, mais il se fait reconnaître, il se fait confondre par le portrait du roi. Et d'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste Drouet, le 24 juin, est interrogé par l'Assemblée constituante, il dit, comment vous l'avez reconnu? Il dit, il fut frappé de la ressemblance de sa physionomie avec l'effigie d'un assignat de 50 livres. Frappé, ressemblance, effigie, tous les mots sont là. Mais d'une certaine manière, ils se sont retournés comme un gant, et tout ce système de représentation devient compréhensible pour nous au moment où c'est un piège fatal pour le roi. Parce que Mona Ozouf l'a montré, le retour du roi à Varennes est, d'une certaine manière, la contre-marche humiliante de la royauté, comme une entrée royale à l'envers. Il était parti roi, il revient désacralisé. C'est comme dans un conte de Perrault. Le carrosse s'est transformé en citrouille. Et minuit sonne, le temps est passé, et au fond, alors, c'est bien décrit d'ailleurs dans le texte, dans le film de Pierre Scheller, ce que Michelet appelle l'excommunication du silence. La berline revient, tout le monde se tait, on le regarde passer en silence, et Michelet décrit le peuple qui a bandé les yeux des statues de son roi pour lui signifier qu'il est désormais aveugle à sa propre image. Il revient et il voit, il y a des statues équestres partout, dans Paris. Et juste, on voit passer, on se tait, on ne l'acclame plus, on ne l'insulte pas, et on a bandé les yeux de ces statues. Et là, c'est fini. Et avec Louis Marin, après, c'est toujours plus compliqué, c'est pas encore exactement fini, mais en fait, si, c'est fini. Avec Louis Marin, vous le voyez, au fond, on peut comprendre comment le charme se rompt, comment il se rompt d'un coup, comment, au fond, c'est l'iconoclasme, c'est une manière non pas de briser la puissance des images, mais de constater leur vacuité. Et là, il faudrait faire toute l'histoire, et peut-être pas l'histoire, simplement l'impression, ce souvenir
De cette manière, nous en avons vécu des scènes iconoclastes, nous avons vu des dictatures tomber, nous avons vu des statues de dictateurs tomber, et nous avons vu quelle joie un peu décevante crée toujours les moments de liesse populaire un peu triste, de carnaval sombre, des Roumains qui rentrent dans le palais de Ceausescu, et c'est vide, et il n'y a rien, et on se dit, on a obéi à ça pendant tant de temps, il n'y avait rien. Louis-Sébastien Mercier a décrit cela, la manière, qu'est-ce que fait le bruit d'une statue de roi qui tombe, la statue équestre de Louis XV. Il écrit « Tout était creux, puissance et statue ». Magnifique pour la puissance des images. Tout était creux, puissance et statue. Et les communards vont témoigner de la même chose lorsque la colonne Vendôme tombe en 1871. On se rend compte que à l'intérieur, il n'y avait que de la paille. Et on a honte, rétrospectivement, d'avoir si longtemps obéi à du rien. Ça, c'est quelque chose, au fond, qui, à mon avis, peut nous permettre de comprendre, pas simplement qu'est-ce qu'on fait des images, mais en tant qu'historienne et historien, mais comment on se défait de leur puissance. Et donc vous voyez qu'avec Louis Marin, j'ai souhaité vous dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire une histoire docte de la théorie de la représentation, mais à aller voir dans ces livres, qui sont des livres compliqués, qui sont des livres certes savants, comment on peut y trouver, pour chacun d'entre nous, des encouragements ou en tout cas des inspirations, pas simplement pour la recherche, mais pour la vie même et pour, au fond, ce qui intéressait Louis Marin, c'est-à-dire la manière dont on pouvait se défaire des gouvernements injustes. Parce que c'est cela, fondamentalement, qui est en jeu. Alors, dans les, 5 minutes qu'il me reste, il me reste 5 minutes, Maurice? Hein? Oui. Je voudrais terminer justement sur cette figure, puisque je l'ai fait tomber avec les communards de la colonne Vendôme, et de m'intéresser à cette question, puisque finalement je l'ai esquissée au début, mais je n'ai pas vraiment donné d'explication, ou en tout cas de réponse, et je voudrais la donner maintenant. Au fond, quelle est la différence entre lire un texte et voir une image? Louis Marin, parce que c'était un implacable lecteur, avait une position très nette là-dessus. Il dit que de la visibilité des images, on infère leur lisibilité, alors qu'en réalité, c'est pas la même chose et c'est parfois même le contraire. C'est que les images, elles sont fortes précisément quand on ne les voit pas, quand on ne les lit pas, quand on ne sait pas les décrypter. Que Gérard Labro avait raison de me dire ne t'abîme pas dans les images, il faut les feinter. Il faut essayer de trouver le bon angle, la bonne distance, le bon rythme pour ne pas trop s'attarder devant elle. Parce que c'est dans l'inadvertance, c'est dans l'inattention que la puissance des images le plus pernicieusement peut gouverner nos âmes. En réalité,
c'est pas parce qu'elles propagent une foi, une croyance, un savoir qu'elles sont puissantes. C'est pas parce qu'elles font œuvre de propagande. C'est parce qu'elles sont là, massif indiscuté d'autorité, qui créent au fond les conditions de leur solennité et de leur domination. Pour dire ça, justement, Louis Marin parlait de la colonne Vendôme et de la colonne Trajane. Alors vous savez, colonne Trajane, grande question, je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a une controverse entre voilà, des historiens et des archéologues italiens, Salvatore Settis et puis Paul Veyne, sur savoir si elle était visible ou non. En réalité, je dirais que l'archéologie, ou d'une certaine manière la reconstitution archéologique, a tranché. Elle n'était pas visible. Elle était en fait, on la découvrait au dernier moment dans la colonne, le marché de Trajan, et elle nous dominait. Et alors Paul Veyne a raison de dire qu'il ne faut pas croire que les Romains en ont fait 26 fois le tour en essayant de déchiffrer, de lire les campagnes de Trajan contre les Daces. Non, dit-il, elle était là, elle était dominante, elle était au-dessus de leur tête, et elle était au fond comme les haut-parleurs dans, dit-il, je le cite, les régimes autoritaires, simplement à nous délivrer un bruit de fond très au-dessus de nos têtes et à imposer leur présence. Toute présence des images n'est pas de propagande, elle n'est pas de communication, elle peut être de simple présence, apparat, faste, autant de choses effectivement qui ressortent de la représentation classique. Alors, Louis Marin a étudié cela dans un article qui s'appelle « Visibilité de la colonne Trajane », où il avait montré comment, justement, le primatisme et puis ensuite l'Académie de France à Rome avait, pour les rois de France, d'une certaine manière, déplié la colonne Trajane pour en faire un relevé et pour en faire des magnifiques gravures qui en faisaient d'une certaine manière une image à lire. Mais que c'était là, au fond, rêverie d'érudit, car la colonne Trajane, elle fonctionnait comme image précisément parce qu'elle ne se voyait pas et qu'elle ne se pouvait pas lire. Et dès lors que justement on commence à la lire, on peut sortir du piège du récit. Parce que je commençais par Pascal, et je terminerai volontiers par lui, la théorie de la représentation, c'est d'une certaine manière le fait que la force ne se dit jamais comme force, elle se dit comme justice. Que le pouvoir, c'est la force qui se prend pour la justice. C'est la force qui dit « je suis la justice » et qui, à ceux qui l'accusent d'être injustes, ne dit pas « je suis plus fort que vous », il dit « vous n'êtes pas dans la justice ». Et que les images, c'est la mise en puissance de la force dans les signes. C'est pour ça que Louis Marin expliquait que les rois donnaient des feux d'artifice. Pas simplement pour éblouir, pas simplement pour égayer, mais pour montrer que leur puissance était puissance de faire et de ne pas faire. Je peux vous éblouir, et si vous m'emmerdez, je peux aussi faire retomber ces fusées sur vos têtes. Je peux aussi vous bombarder. Il ne s'agit pas simplement de la puissance des images, mais des images en puissance. La puissance en puissance, ça veut dire et ne pas dire, faire et ne pas faire. Retenez-moi ou je fais un malheur. C'est le glaive sur nos têtes, c'est la force
qui est plus forte que la force parce qu'elle demeure en puissance. Elle est une menace permanente. Elle est le glaive sur nos têtes. C'est tout cela que, au fond, une réflexion sur la puissance des images nous permet de déjouer. Et c'est pour cela que nous avons besoin de théories comme celle de Louis Marin, qui, contre elle, comme vous le voyez, n'arme pas des grands discours. Mais justement, j'aime bien cette idée, la puissance des faibles, le charme ôté, le conteur, celui qui, plutôt que de se laisser piéger par l'histoire, raconte des histoires. Voilà, merci pour votre attention. Notre ami libraire me charge de vous dire que si ça vous intéresse de faire l'acquisition de l'histoire mondiale de la France en Maurice Sartre, vous parlez et dont il est l'un des co-auteurs, il y en avait 122, maintenant il y en a 132 parce que nous avons effectivement fait quelques ajouts, eh bien, il vous attend, je pourrais dédicacer bien volontiers. Merci, bonne soirée.